Donc voilà, en fait, j'ai été un peu déçu par les résultats que j'ai obtenus sur l'expérience. Et donc, je voulais faire un calcul pour estimer si ces résultats ils sont un peu en accord avec ce qu'on pouvait s'attendre ou pas, ou s'il y a vraiment un gros problème dans mon assemblage. Alors, pour ce faire, je propose d'utiliser Python. Donc pour faire un calcul de conductance, qui va nous permettre en fonction de la tension de déterminer le courant qu'on pouvait espérer avoir. Donc d'abord il faut déterminer la surface. La surface de mes électrodes, en gros c'était 5 cm par 5 cm, donc ça fait 5.0 E-2 fois 5.0 E-2. Voilà, un centimètre c'est du 10-2 en fait, c'est pour ça. Donc là si je fais S, il m'a bien calculé la surface, 0,0025 m². Ensuite la distance entre les électrodes, c'était 3 mm pour les bulles, 1 mm on va dire pour la membrane, même si c'est un peu moins, et encore 3 mm de l'autre côté, donc ça fait 7 mm. Donc 7, E-3. E-3 c'est les millimètres. Il a bien enregistré. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est la conductivité ionique, donc de l'acide sulfurique que j'avais mis dedans. Donc l'acide sulfurique, donc je dois l'avoir ici, CTRL F, donc SO4, alors, sauf qu'en fait, c'est plutôt les H+, qui sont les plus importants, parce que le HSO4, je crois qu'il a 4 de conductivité ionique, alors que le H+, il en a 34, donc c'est vraiment lui qui, on va dire 35. Donc, on va l'appeler, je vais remettre ça là, on va le rappeler Conde, et lui, on a dit qu'il faisait 35.0, et c'est du E-3, donc ça on le voit sur Wikipédia, en fait c'est des millisiemens, voilà, des millisiemens mètre carré EC-1, et EC-1 c'est voilà, là ils ont mis en remarque que ça équivalait, il fallait encore multiplier par le nombre de moles par litre. Donc ça, voilà. Le nombre de moles par litre qu'on avait, c'était concentration 0,5 mol donc par litre. Ça revient à peu près ce que j'ai mis, je crois que c'était 5% en masse et ça revient à environ 0,5 mol par litre. Voilà, donc maintenant on peut faire le calcul. Donc la résistance, je vais l'appeler R, elle est égale à la longueur, enfin la distance plutôt entre deux électrodes, divisé par la surface, multiplié par la conductivité ionique, fois la concentration 0,5. Ce qui nous fait une résistance de... Donc, ça fait ça, 160 de résistance. Si je mets donc 3 volts et je divise par la résistance 159, alors on va dire 160 ohms, voilà, j'arrive à un courant de 18 milliampères. 18 milliampères, donc presque 10 fois plus, 5 fois plus que ce qu'on a obtenu. Donc on peut se poser des questions sur la qualité de l'électrode. Ensuite, ça c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que on aurait dû avoir un volume de gaz quand même avec ce qu'on a eu? Alors cela dit, on a quand même des pertes par activation, donc on pourrait quand même enlever 1 volt normalement pour être vraiment honnête, ou moins 1,5 volts. Donc je vais dire 1.5. Donc ça va être 3 volts moins, allez je vais dire moins 2, 1.5 pour... parce qu'en fait normalement la tension c'est moins 1,25 volts, mais après il y a encore des pertes par activation, donc moi j'ai envie de dire 2 volts quoi, que le tout ça fait 2 volts, donc 3 volts moins 2 volts divisé par 160 c'est plus réaliste pour l'électrolyseur, et là on arrive à 6 milliampères. 6 milliampères, bah, ça ressemble déjà beaucoup plus à ce que on a obtenu, vu qu'on était à 4 milliampères à peu près, 2-4 milliampères. Donc ça c'est la première chose, ouais. Donc c'est à peu près cohérent en fait. Si on n'avait pas de réaction chimique, que c'était juste de la conduction,
on aurait dû avoir quelque chose de l'ordre de 20 mA. Par contre, avec de la conduction, qu'est-ce que je dis, et avec, si on prend en compte les pertes par activation, la tension qu'il faut soustraire, donc là on a quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc maintenant ce que je voudrais estimer, c'est quel est le volume de gaz que j'aurais dû avoir en production. Donc le volume molaire, c'est le même pour tous les gaz à conditions normales de température et de pression. Donc si je mets volume molaire, donc le volume molaire, voilà, il est de 22. Donc on peut mettre Vm égale à 22. C'est 22 litres par mol, d'accord? Alors la question qu'on peut se poser, c'est combien est-ce qu'on produit de mol par seconde? Donc il y a une constante, c'est la constante de Faraday. Voilà, elle est là. Ça, c'est la charge d'une mole d'électrons. Il faut 2 moles d'électrons pour produire une mole de d'hydrogène. Donc 96 485. Il faut donc une charge de 2 fois 96 485. Donc il faut ça. Il faut cette charge en coulomb pour produire 22 litres de d'hydrogène. D'accord? Et par seconde, nous on a 0.00, donc on a dit allez, on va dire 4 milliampères. Donc il faut diviser ça par ça. Donc ça fait 19, alors on peut même écrire directement charge multiplié un nombre de charges par seconde pour avoir le nombre de mol par seconde. Donc ça fait donc j'ai dit oui, 0.004, et j'ai envie de dire, donc ça c'est le nombre de mol par seconde, on multiplie par 22, on obtiendra le nombre de litres par seconde. Voilà. Alors là il y a un truc qui a méchamment dû foirer. Ouais, je me suis trompé. En fait, ça c'est le nombre de charges fournies par seconde, il faut la diviser par le nombre de charges qu'il faut par mol. Voilà, c'est ça. Donc ça nous donnera le nombre de mol qu'on a par seconde, et on multiplie par le volume molaire, du coup ça nous donnera le nombre de litres par seconde. Voilà, donc notre électrolyseur il produit ça comme litres par seconde. Alors je vais mettre débit H2S pour seconde. Voilà, donc du 4-10-7. Ça parle pas beaucoup, alors je vous propose de calculer combien ça fait pour 1 heure. Donc débit H2S heure, pardon, ça va être égal à débit H2S fois 3600. Donc par heure, il nous produit entre 1 et 2 millilitres. Donc 1 millilitre par heure. Si on regarde par jour maintenant, débit H2 jour est égal à débit H2 heure fois 24. Oh, faut pas mettre ce point virgule visiblement. Ah, il n'accepte pas du tout. Ah, c'est parce que j'ai oublié un i là. Voilà. Voilà. Ce qui nous fait... Voilà. Donc par jour, 40 millilitres environ. Donc il faut s'attendre à ce que ça produise 40 millilitres de gaz par jour. Bon, ce que l'on note quand même, c'est que pour 1 heure, je crois, voilà, on avait seulement 1 millilitre, donc c'est normal qu'on n'ait pas réussi à avoir d'étincelles d'hydrogène pendant l'expérience. Donc en fait, les résultats
au cours de l'expérience sont bons en fait. Hein. Ils sont tout à fait en accord avec la théorie, on est sur les mêmes ordres de grandeur, donc rien d'étonnant par rapport à ça. On peut juste déplorer que la production soit pas si énorme quoi, hein, quelque part. Donc voilà. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir combien ça représente. En fait, en puissance, la puissance de l'électrolyseur, du coup, là, donc la puissance efficace, on a dit qu'il récupérait qu'un seul volt, et ça, il faut multiplier par le courant, donc c'est 0,04. Ouais, bon, on voit déjà, ça fait 4 milliwatts, en fait, la puissance stockée par un électrolyseur de ce type. Si j'en fais un complet avec 6 cellules, on aura 0,004 x 6. Voilà, on aura 24 milliwatts de puissance de stockage avec un électrolyseur de cette taille. Si on choisissait d'en faire un 2 fois plus gros, donc c'est-à-dire pas avec des électrodes de 5 par 5 mais des électrodes de 10 par 10, et ben il faudrait considérer qu'on a donc 0,24 x 4, ça multiplierait par 4 la puissance, et donc là on arrive pitoyablement à presque 100 milliwatts. Et donc si on veut atteindre un watt, si on dit maintenant que au lieu de faire des 10 par 10 on fait des 20 par 20, donc ça ferait 0,096 fois 4. Là, on n'est toujours pas à 1 watt. Si on multiplie par 2 le nombre de cellules pour avoir 12 cellules au lieu de 6, comme j'ai fait, on arriverait donc à 0,384 fois 2. On n'est toujours pas à 1 watt. Par contre, si on multiplie encore et qu'on choisit de faire avec 24 cellules en gardant une taille de 20 par 20, on arrive à donc 768 fois 2. Voilà. Donc on aurait 1,5 watts pour un électrolyseur qui ferait 24 cellules. Donc 24 cellules et 20 cm de côté. Donc quand même un assez gros truc. Je pense que sa taille 24 cm. Il faut considérer que par rapport à une Ballard Nexa, il faudrait encore envisager le double. Donc pour 48 cellules, on aurait 3 watts. À comparaison, une pile à combustible type Ballard Nexa de taille équivalente, on est à 1,5 watts, 1,5 kilowatts. Donc quelque chose de 500 fois plus puissant. D'accord? Donc un électrolyseur low tech fait comme ça, donc facilement à la maison, d'une taille équivalente à ce qui existe dans le commerce, serait 500 fois moins puissante. Cela dit, vous noterez que on a quand même dans ces cas-là un rendement de 40%, hein. Donc 500 fois plus, et là on accepte un rendement d'oublier les 2 tiers. Non, pas les 2 tiers d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. D'oublier plutôt la moitié, donc avec 50% de rendement. Donc on est vraiment sur quelque chose de très peu performant. Alors utilisable pour des toutes petites applications, mais pas utilisable tel quel. Donc vous voyez, c'est pas suffisant, ça le fera pas. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, on peut considérablement augmenter la conductivité en rapprochant les cellules. Parce que là, pour le moment, on a 7 mm. Bon, si on faisait une membrane, alors on pourrait déjà optimiser, on pourrait grignoter 2 mm, ce qui nous ferait 3 fois 5 divisé par 7, alors plutôt 7 divisé par 5, 7 divisé par 5, non, qu'est-ce que je raconte? Non, si c'est ça. Voilà, on aurait 4 watts à la place si on grignotait 2 mm. Par contre, si on prenait une membrane, donc qui ferait 0,1 mm d'épaisseur, qu'elle était étanche au gaz,
d'accord. Et ben là, on obtiendrait un truc du style 3 fois, attention, 7, 5, zut, où j'en suis, moi je suis perdu. Oui, donc il faut faire 7 divisé par 0.1. Là, on aurait un électrolyseur de 200 watts. Donc quelque chose qui serait seulement 7 fois moins puissant, un truc comme ça, 7-8 fois moins puissant. D'accord, 200 watts déjà, on commence à s'approcher de quelque chose d'exploitable. Mais il faut une membrane de 0.1 mm étanche au gaz et constructive et conductrice, conductrice. Voilà. Donc le low-tech, on peut le faire pour s'amuser, mais de toute façon le rendement est vraiment trop bas, quoi. Vous pouvez espérer qu'avoir que 3 watts de conversion, c'est pour stocker 1 kWh avec ça. Tiens, on peut regarder. Qu'est-ce que ça nous coûterait? Combien ça nous faudrait de temps pour stocker 1 kWh avec un truc de cette taille? Et ben, donc 1 kWh c'est 1000 watts pendant 1 heure, donc c'est 3600 fois encore 1000, 1, 2, 3, donc en nombre de joules ça fait ça, et on divise par 3, ça nous donne ça qu'il nous faut comme seconde, divisé par 3600, donc il nous faudrait 333 heures pour stocker 1 kWh, soit 333 divisé par 24, 13 jours, vous voyez, il vous faut 15 jours pour stocker 1 kWh avec ça, un truc gros comme, donc c'est rien à faire, c'est pas du tout exploitable, c'est pas assez puissant. Donc après on pourrait réduire le rendement, on pourrait multiplier par 2, donc on pourrait le faire qu'en 7 jours, en diminuant le rendement à 25%, mais non, c'est nul. Donc pour avoir des valeurs ne serait-ce qu'un tout petit peu intéressante d'un point de vue industriel, même application, il faut au moins passer par une membrane étanche au gaz. Donc ça jette l'opprobre sur tout ce projet. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de réaliser cette membrane. Parce que sans cette membrane, on n'arrivera jamais à faire quelque chose d'assez puissant. Voilà. Merci.